Ils sont jeunes, ils viennent de toute la France et cette crise que nous traversons, ils y font face. Ils sont entrepreneurs, ils ont moins de 30 ans et avec leurs entreprises, ils créent des emplois, ils nous donnent de l'espoir. Ce sont les lauréats du prix Mougy 2020. Alors aujourd'hui, épisode 2 de cette série Confidence autour des entrepreneurs, une série portée par le Mougy et je vous propose de découvrir un nouvel exemple de cette jeunesse française, une jeunesse comme vous ne l'imaginez peut-être pas. Une génération déterminée, une génération engagée, une génération que nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter, osons le mot, une génération optimiste. Avec moi tout au long de cette émission, Stéphane Bobo. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu es fondateur et dirigeant d'Innovate. Tu es également mentor au Mougy. Alors ensemble, on va passer sur le gris à notre invité, le Grand Prix Mougy 2020, Raphaël Brochard. Bonjour Raphaël. Qu'on applaudit. Bravo. Effectivement, c'est le moment de la grande annonce. Alors, pour nous accompagner et de passer sur le gris, on va parler d'abord business avec nos deux invités présents avec nous. Et puis ensuite, on va parler de toi, ta vie plus personnelle d'entrepreneur. Et donc, je commence les présentations avec Dominique Restineau. Bonjour Dominique. Bonjour Thomas. Tu es président et fondateur du Mougy. Et à nos côtés également, Marie-Adeline Pex. Bonjour Thomas. Bonjour, directrice exécutive chez BPI France. Alors, on vient de le dire, hein, Raphaël, les Grands Prix Mougy 2020, ça veut dire quoi Dominique ? Alors le Grand Prix Mougy 2020, dans le Mougy il y a le Grand Prix. Le Grand Prix c'est, j'ai envie de dire, le champion du monde de l'entrepreneuriat des jeunes de 18 à 30 ans. La charge qu'il va avoir va être de représenter les jeunes entrepreneurs à travers le Mougy, à travers toute la communauté du Mougy et bien sûr avec tous les réseaux partenaires en France. Nous sommes également en Tunisie ou au Québec. C'est surtout cette idée que la première ressource naturelle d'un pays, d'une nation, c'est sa jeune génération. C'en est l'exemple. Alors parce qu'ils ont créé une entreprise à trois, parce qu'au Mougy, ils créent les entreprises, ils créent les emplois. Mais surtout, c'est parce qu'ils le font avec des valeurs, et c'est les valeurs qu'on va découvrir aussi avec notre ami Raphaël. Alors, une grande responsabilité, tu te sens les épaules ? Je suis fin prêt. Ok, alors c'est parfait. Alors pour que tout le monde découvre qui est le Grand Prix et ce que tu fais, qu'est-ce qui t'a amené à devenir lauréat du Mougy 2020 ? Peut-être une simple présentation, un exercice incontournable pour tout entrepreneur, le pitch de pique-nique. Eh bien, tout d'abord, je tiens à remercier le Mougy pour ce prix, bien entendu le jury qui va avec, les partenaires et Demain TV pour cette invitation. On est très content d'être ici, on est heureux, on est fiers de pouvoir représenter effectivement ce Grand Prix. Et nous, on est très heureux de découvrir Pique-nique. Qu'est-ce que c'est ? Pique-nique a commencé il y a maintenant 2 ans et demi cela. L'aventure, c'est 3 cofondateurs amis d'enfance. Nous sommes partis du constat lié aux problématiques de l'architecture modulaire. Des contraintes de logistique, de mise en place, avec des coûts, des délais et un impact global environnemental, une pollution visuelle, sonore et atmosphérique. Tout ça fait qu'on a donc développé le pique-nique. Le pique-nique, ainsi, c'est donc des architectures innovantes qui sont mobiles, modulables, autonomes en énergie renouvelable et connectées. Ce qui permet un gain de temps, d'argent et d'énergie pour s'installer en tout lieu. On peut se mettre à la plage, à la montagne, sur des espaces urbains. L'idée, c'est qu'on permet une liberté totale d'exploitation à nos clients. C'est ce qu'on résume, nous, avec la liberté, mobilité, électricité. En termes d'usage, on a principalement des points de vente, de services, d'animation et d'aménagement urbain. Ce sont les 4 familles d'usage. On a une activité en interne de conception, d'éco-conception en bureau d'études, de production à la Courneuve en Ile-de-France et de commercialisation, donc une maîtrise complète de la chaîne de valeur. Je vois nos 3 invités qui trépignent avec plein de questions à chaque mot que tu utilises. Je démarre peut-être avec vous, Marie-Adeline Pex. Et d'ailleurs, peut-être un mot sur ce que vous faites avec BPI et votre soutien des entrepreneurs au travers du Mougy. Alors, en fait, chez BPI, notre métier, c'est d'accompagner les entreprises depuis la conception du projet jusqu'à son introduction en bourse. On vous le souhaite. Forcément, le soutien aux entrepreneurs au moment de la conception et du développement de leur projet, au moment de la création, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est la phase clé. C'est ce qui va
donner beaucoup de choses sur la suite. Un projet mal né, c'est rarement un projet qui se développe bien. Et du coup, on est extrêmement attentif à cette phase-là et on le fait notamment avec une trentaine de réseaux partenaires de soutien à la création d'entreprises, parmi lesquels le MOVJ. Et on est très fiers de le faire avec le MOVJ parce que c'est un réseau qui est dédié à l'entrepreneuriat des jeunes et que là encore, tu parlais de l'optimisme et l'avenir que ces jeunes représentent pour l'économie française. Accompagner ces projets-là portés par des jeunes aujourd'hui, ça fait particulièrement de sens et on est très très fiers d'être là à vos côtés. Donc ils ont besoin de financement comme les entrepreneurs et là on parle d'une industrie. Et du coup c'était ma question, c'est effectivement un projet à vocation industrielle, ça nécessite du cash, ça nécessite de l'investissement. Comment est-ce que vous avez fait pour financer jusqu'à présent? Comment vous voyez le financement de vos développements après? En effet, on a une activité intensive en capital. Effectivement, avec la production en Ile-de-France, effectivement, il y a des charges inhérentes à cela, charges fixes et charges variables. Cette première année, cette deuxième année, nous sommes en fonds propres. On a fait donc de l'emprunt auprès des instituts financiers, du prêt d'honneur auprès de Wilco notamment, et donc du chiffre d'affaires, accessoirement, très important, mais bien entendu. C'est mieux. C'est un bon financement. C'est mieux, autofinancé là-dessus. C'est la meilleure levée de fonds qu'on puisse faire, c'est celle de la marge avec ses clients. N'est-ce pas? Et on est dans cette démarche absolument. Et également un PIA, un Paris Innovation Amorçage FAB, un PIA FAB en partenariat avec la ville de Paris et la BPI. Et donc effectivement, tout cela nous a permis d'avoir une levée non dilutive de 300 000 €, d'entamer l'amorçage, le développement des premiers clients, les premiers prototypes, effectivement d'aller sur le marché, l'expérimenter. Et là je crois que vous allez chercher des fonds. Absolument bonne transition. On va chercher des fonds absolument. Première levée dilutive, série A, en cette fin d'année 2020. On entame un tour de table. À bon entendeur, salut. Dominique, tout à l'heure, je te voyais réagir sur le fait qu'il faut des clients sur le business et on est là pour parler de ça et pour découvrir Picnic sous ce prisme-là. Tu as pas mal de questions. Oui, sur le business model, j'aimerais que Raphaël nous partage avec nous et avec les auditeurs son business model, comment ça fonctionne et en quoi Picnic a lancé de l'innovation, parce que c'est, je crois, des produits avec de l'innovation, ce qui intéresse également énormément, entre autres, bien sûr BPI, mais également Stéphane. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'il pourrait nous expliquer, et notamment pour les auditeurs. Alors, en termes d'innovation, c'est sur plusieurs éléments. Premièrement, il y a l'aspect technique. On est effectivement des geeks, on va chercher de l'innovation sur des aspects multiples. La mobilité intégrée, on est constructeur de véhicules, on conçoit, fabrique et homologue des châssis routiers, ce qui fait que les Picnic se balader en Europe, immatriculés, homologués. L'aspect modularité, en termes d'appairage des bâtiments, d'aménagement intérieur, de transformation, d'ergonomie, beaucoup de travail technique là-dessus et d'innovation. L'aspect autonome en énergie renouvelable, bien entendu, avec les systèmes de rendement photovoltaïque, d'éolien, de piles à combustible, avec le stockage de cette énergie propre dans des centrales énergétiques, avec donc des batteries, des onduleurs, tout un système qui permet d'engranger l'électricité, le redistribuer pour alimenter les fonctions digitales. Le bâtiment connecté, bien sûr avec l'intelligence artificielle, l'aspect IT, sur lequel on se développe beaucoup, on a une vraie roadmap produit là-dessus. Mais c'est également aussi dans le business model, du coup. Le business model, effectivement, est également innovant, avec ce qu'on appelle le Hardware as a Service. On propose effectivement la mise à disposition clé en main de ces bâtiments. C'est la mutualisation de ces biens pour les clients, ce qui leur permet une flexibilité d'usage, les accompagner dans la durée, et donc un engagement... C'est de la location et de l'entretien en même temps ? Absolument, un ensemble de services clés en main. Et dernièrement, c'est également la RSE qui est également innovant par rapport à certaines solutions sur le marché, avec un engagement fort de notre part, effectivement du fabriqué en France et sur les 3 piliers de la RSE. Et c'est vrai que quand on voit tes produits, on n'imagine pas tous les pans d'innovation qu'il peut y avoir derrière. On parle d'un secteur événementiel, Stéphane ? Oui, parce que en fait, ça semble être extrêmement intéressant pour le secteur de l'événementiel et je pense qu'à la base, c'était certainement un des marchés principaux que vous avez identifié. Donc, dans le contexte de pandémie que l'on connaît, c'est un secteur qui a été très touché. Comment vous vous êtes réorganisé, réorienté dans votre secteur d'activité ? Alors, Picnic collabore sur 5 segments de marché. Nous avons les promoteurs immobiliers pour faire des agences commerciales de terrain, des bulles de vente. Les opérateurs transport, nous avons signé Transdev, RATP Développement, Véligo. Pour la promotion immobilière, nous avons ICAD comme partenaire. La restauration, comme Elior, comme également Sonoble, ce genre d'entité.
C'est des bons noms à signer au départ. Effectivement, ce sont des bons grands comptes, des gens qui sont fidèles. Belle référence. Ce sont effectivement des visionnaires. Et on tient à les remercier chaleureusement, qui nous ont fait confiance depuis le début et nous accompagnent dans la durée. Et donc, effectivement, on partage cette vision de l'architecture innovante. Donc, la restauration également aussi, je mentionnais, les entités publiques, avec Pareil la Défense, avec le département du Val d'Oise, qui sont certains de nos clients. Et effectivement, l'événementiel. L'événementiel, on travaille donc sur des agences de communication, d'événements, des annonceurs également. Je me permets de te couper, Raphaël, mais il y avait vraiment cette question de Stéphane sur votre adaptation en cette période très compliquée qu'on a vécue. Et je sais que c'est quelque chose qui a marqué le jury. Tu les as bluffés là-dessus. Ok, cool. Mais du coup, on serait curieux de partager ce que vous avez... J'y viens tranquillement. Je fais mon petit storytelling. Et effectivement, donc, on disait l'événementiel, absolument. Donc l'événementiel, un segment initial pour nous. Il y a eu bien sûr donc, la crise sanitaire qui fait qu'il y a eu un ralentissement de notre croissance et bien entendu donc, des événements d'une manière générale. On travaille avec des agences, des annonceurs. On a par exemple participé au Tour de France avec ASO, qui est notre client, qui est un client fidèle. Il y a de la récurrence l'année dernière et cette année, ce qui prouve la qualité de nos produits et services. Donc, au vu de cela, on a, pour pivoter, pour rester agile et effectivement faire face à cette crise, on a développé de nouvelles offres. Donc, on a pu développer des offres de parklets, on les appelle des parklets. Ce sont des terrasses amovibles qu'on installe pour les restaurateurs, les cafés, ce qui leur permet d'agrandir leur espace de consommation, d'accueillir leurs clients dans des questions et des protocoles sanitaires adéquats. Également, une offre de bâtiments, de kiosques qui sont solidaires, qui permettent de faire de la sensibilisation, des automates de distribution de masques, de gel et de les positionner partout pour effectivement accompagner ce renouveau et cette reprise d'économie. Donc super réactif. C'est pas la seule chose qui a intéressé le jury. Non, il y avait un aspect également très, comment dirais-je, regard sur l'autre, avec une population d'hommes et de femmes qui travaillent dans ton équipe, et de faire travailler également des personnes qui sont un peu plus éloignées de l'emploi. Voilà, parce que tu as parlé de responsabilité sociale. Moi, je sais qu'il y a un travail là-dessus. Tu peux peut-être nous en parler un petit peu ? Absolument, tout à fait. Tu as raison, Dominique. On a des engagements forts là-dessus. Ça fait partie de notre ADN. L'aspect innovation, Made in France et RSE. On a des engagements de qualité et de RSE sur ces 3 piliers. Effectivement, le Picnic, c'est une équipe de 7. On les appelle les pique-niqueurs. On recrute et on va doubler les effectifs d'ici l'année prochaine. En termes de recrutement, on crée de l'emploi effectivement en CDI, en alternance, en stage, de l'immersion professionnelle également, avec effectivement les partenaires locaux et donc des systèmes effectivement divers et variés pour permettre aux jeunes de pouvoir effectivement s'épanouir dans une entreprise comme la nôtre et partager cette aventure entrepreneuriale. Marine Peck, je vous vois réagir. Oui, cette proximité, cette installation à la Courneuve et puis visiblement tout l'aspect Made in France, approvisionnement local, ça vous aide à rebondir ou ça facilite la chaîne d'approvisionnement durant la crise ? En effet, durant la crise, on a eu des ralentissements d'approvisionnement des matières premières, de certaines fournitures. Alors, on a pu, avec des partenaires locaux, on est effectivement en cycle court, la plupart de nos fournisseurs sont régionaux, en Ile-de-France, donc c'est très intéressant pour développer le tissu économique et ramener cet aspect industriel en France, qui est bien sûr stratégique pour l'aspect économique et ce fameux tissu économique et industriel. Donc, on travaille avec ces partenaires et en effet, ça nous a permis d'être plus réactifs, donc de pouvoir remettre sur le marché nos produits rapidement et de raccourcir des délais. On a eu des petits retards, des petits reports, mais effectivement, tout le monde a été patient dans la bienveillance, donc c'était important et effectivement, le fait d'être local nous a permis tout à fait d'être réactif par la suite. Dominique, moi j'ai l'impression que Raphaël, on l'a déjà vu avant. Alors, c'est ce que je voulais dire, parce qu'en réalité, Raphaël et ses 2 amis d'enfance, comme il l'a dit, ça a été le cas pour d'autres d'ailleurs, déjà postulé au prix Bouvegie, l'année dernière, on l'avait déjà vu, et puis donc il est déjà dans la communauté Bouvegie, mais voilà, ils se sont battus parce qu'ils voulaient ce prix. Et je les ai vus à plusieurs reprises dans différentes rencontres du Bouvegie. Ils voulaient ce prix, ils se sont battus pour avoir ce prix. Et ils l'ont très bien préparé, je crois. Et en même temps, ils sont bien sûr rentrés dans le programme de mentorat pour entrepreneurs du Bouvegie. Mais c'est plutôt à lui. Enfin, peut-être qu'il peut en dire un mot de ce que ça lui a apporté, de ce qu'il y trouve également.
Mouv'J a été un partenaire pour nous dès le début, vraiment dès la jeunesse de Picnic. Et on a eu un super mentor, Massoud Hayati, qui nous accompagne depuis 2 ans. Des bras en plus, absolument. Grand Prix il y a quelques années, puisqu'ils grandissent bien évidemment. Je voudrais juste te dire que tu as en face de toi le mentor du premier Grand Prix Mouv'J en 2009, Fago Chose. Voilà, c'était le premier Grand Prix. Avec la réussite qu'on leur connaît. Avec la réussite qu'on leur connaît. Absolument. Super Belle entrepreneur. Tout à fait. Très beau projet. Bon, ça me fait une bonne transition puisque tu es mentor. Je serais curieux d'avoir ton regard sur cette relation qu'on peut avoir du mentor vers les mentorés, peut-être aussi des mentorés vers leurs mentors. Bah, c'est toujours une relation qu'on se veut être bienveillant parce que le rôle du mentor, c'est pas de conseiller, c'est plutôt d'être dans l'échange et dans la construction, de permettre au mentoré de se poser les bonnes questions et de l'aider justement à se poser les vraies questions, les vrais enjeux, pas forcément de lui trouver les solutions à sa place. Voilà, et donc c'est basé sur une relation de confiance et de bienveillance et avoir l'envie de donner en fait de son temps, de son expérience, voilà, d'y consacrer du temps. Et du coup, si avec ton regard, on observe les enjeux, quelles questions tu peux avoir à poser à Raphaël sur un secteur comme le sien? Je pense que Raphaël représente bien cette nouvelle génération d'entrepreneurs citoyens, c'est-à-dire qui met au cœur de sa stratégie cette démarche RSE, cette démarche Made in France, qui pour moi est un vrai vecteur d'avenir, d'entrepreneur qui est concerné par son environnement, par l'environnement de la planète, par une responsabilité sociale. Et donc je pense qu'il est dans la bonne direction. En tout cas, il a des bases d'un projet qui semble périn, d'arriver à mettre ces éléments au cœur de sa stratégie d'entreprise. C'est aussi des gros engagements que vous avez chez Innovate et je rappelle, parce qu'on me dit dans l'oreillette que tu étais aussi tout piou-piou quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Je cite exactement. Mais c'est ça que je voudrais dire, sincèrement, parce que moi je connais Stéphane depuis 13-14 ans. Il est toujours mentor à l'IME, l'Institut du mentor entrepreneurial. Il est mentor au Mouv'J. C'est le continuum entre les jeunes, le réseau Mentorat France et l'IME sur la croissance de la croissance. Mais c'est un entrepreneur de génie. Il faut aller sur Google pour voir tout ce qu'il a fait, c'est assez extraordinaire. Et ce qui est génial, c'est quand il dit, ben voilà cette nouvelle génération d'entrepreneurs citoyens. Or, je vais dire, il fait 300 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et c'est sa 3e aventure. Il est en train de relocaliser toute sa production et d'innovation de l'Asie en France. Et il est en train de le faire à fond. Et quand tu parles de jeune entrepreneur citoyen, tu es un jeune entrepreneur citoyen. Merci. Voilà. Et à son tour, il passe le relais. Et à mon tour, je passe d'un sujet à l'autre pour vous dire qu'on va continuer de découvrir Raphaël dans une deuxième partie de cette émission. Ce sera juste après le jingle. Je remercie Marie-Adine Pex et Dominique Restino qui nous ont accompagnés pour passer Raphaël sur le gris. Je reste avec toi, Stéphane. Et après ce jingle, on accueille nos autres intervenants. Et moi, je remercie BPI France qui fait un travail remarquable. Et le Mouv'J est fier d'être partenaire et d'avoir comme partenaire BPI Création et BPI France. Fierté partagée. Merci. Et maintenant le jingle. Nous poursuivons notre émission toujours en compagnie de Raphaël Brochard, cofondateur et dirigeant de Picnic, Grand Prix Mouv'J 2020, et Stéphane Bobo, dirigeant fondateur du groupe Innovate et mentor au Mouv'J. On parle maintenant de Raphaël, l'entrepreneur, et on évoque souvent la solitude de l'entrepreneur. Et pour nous en prémunir, nous accueillons sur cette table Bénédicte Sanson. Bonjour Bénédicte. Bonjour Thomas. Tu es délégué général du Mouv'J et avec nous également Jean-François Royer. Bonjour Jean-François. Bonjour Thomas. Tu es associé chez EY. Je te propose de démarrer avec toi. Peut-être un mot rapide sur EY, les raisons pour lesquelles vous accompagnez le Mouv'J depuis de très nombreuses années. Et je te proposerai d'enchaîner avec une question pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec Raphaël. C'est très bien. Déjà, je suis très content d'être là aujourd'hui. Ça fait en fait des nombreuses années que
à titre personnel, je suis engagé pour défendre l'entrepreneuriat, le promouvoir dans notre pays. Et puis, en fait, je ne suis pas tout seul, c'est au sein d'EY, on est 1500 à accompagner dans tous nos métiers les entrepreneurs à tous leurs stades de développement. Et en fait, si on revient un peu, il y a 11 ans à peu près, lorsque Dominique et Bénédicte ont créé le Mouv'J, ils ont pris un positionnement sur les jeunes, et puis c'est pas que ça, c'est de construire un programme d'accompagnement avec une grande richesse. Il y a l'idée et après il faut l'exécution. Ça suffit pas, et en fait c'était naturel pour EY d'accompagner le Mouv'J parce qu'en fait il a pris une place qui dans l'écosystème n'existait pas, et ça a été rappelé au début qu'il y a tellement d'importance, et on démontre au bout d'11 ans que ça fonctionne. Donc voilà, c'est une évidence, et puis moi je suis très fier à titre personnel d'accompagner et de rencontrer comme aujourd'hui à nouveau des entrepreneurs innovants dans notre pays et de plus en plus dynamiques. Alors des jeunes entrepreneurs, tu en as vu beaucoup. Quelles questions tu aimerais poser à notre nouveau Grand Prix Mouv'J 2020 ? Alors moi j'en ai une effectivement un peu plus personnelle parce que tu as un parcours finalement qui n'est pas que français, qui est américain. On est dans un pays où on crée l'entreprise, quand on crée une entreprise, on a souvent son environnement qui dit « c'est bien ton truc mais ça ne marchera jamais ». Donc toi, tu as entrepris, tu n'as pas écouté tout le monde, mais tu as entrepris en France alors que tu as passé une bonne partie de ton temps aux États-Unis. En effet, c'est 10 ans de ma vie que j'ai passé là-bas. À 18 ans, je suis parti aux États-Unis pour bien me reconnecter avec mon pays, le pays où je suis né. Et j'avais envie de rentrer en France pour retrouver mon entourage, lancer cette société avec mes amis d'enfance, Nicolas et Maxime. Et dans cette démarche, j'ai effectivement entendu sur notre hexagone des éléments de ce type, mais je l'entends, mais je ne l'écoute pas. Et du coup, j'aimerais bien leur prouver le contraire surtout. Est-ce que ce n'est pas aussi les gens qui te disent ça ne marchera pas, dans lesquels il y a un peu d'intérêt à aller chercher pour justement affiner son projet ? Par contre, oui, le challenge est très intéressant et depuis le début, on en discute, on partage ces éléments avec notre entourage, avec effectivement tous les gens qu'on puisse rencontrer, bousculer un peu cette idée, voir quels sont les retours du marché, des potentiels utilisateurs aussi. Et ça, c'est quelque chose qui me semble nécessaire de pouvoir en discuter librement, pas essayer de cacher quoi que ce soit. Ça peut être qu'enrichissant pour la future société, en tout cas. Et puis tu vas faire l'inverse, en fait, tu vas développer Picnic aux États-Unis dans une phase ultérieure, non ? Pourquoi pas, je pense qu'il y a un beau marché à pouvoir attaquer, mais c'est assez complexe, rien qu'en termes de normes, hein, c'est assez technique, mais sur les normes des véhicules. Mais oui, volontiers, moi, ça serait un plaisir. Déjà, il y a l'Europe, nos voisins européens qui ont notre développement d'ici 2 ans, en international. Bénédicte, je vois qu'une question te brûle les lèvres. Ah oui, moi j'entends Nicolas, Maxime, Raphaël, 3 amis d'enfance. Moi j'ai toujours entendu dire le meilleur moyen de se fâcher avec ses amis, c'est de créer une entreprise avec eux. Donc j'aimerais savoir ce que tu en penses. Et puis j'aimerais aussi savoir comment, quand on est amis, on passe à une dimension business et on décide ensemble de créer une boîte, on se met d'accord et on y va. En effet, c'est pas simple. Je connais Nicolas et Maxime depuis qu'on a 3 ans, donc c'est une aventure familiale tout d'abord. Et c'est vrai qu'on entend dire, on a ouï dire que les amis, la famille, c'est pas bon ménage avec les affaires. En effet, c'est pas tous les jours simple, mais il y a un élément qui est fondamental, c'est la confiance. Et ça nous rend plus forts. Et effectivement, on peut voir l'avenir sereinement ensemble. Donc c'est certain que c'est pas tous les jours simple, mais il y a effectivement beaucoup d'avantages, certains inconvénients. Mais Massoud Hayati, notre mentor donc, du Mouv'J, nous aide là-dessus, car c'est aussi son sujet. Il a cofondé sa société avec des amis. Donc c'est également là-dessus qu'on peut discuter, échanger avec Massoud. Et la confiance, vous l'avez écrite dans un pacte d'associés ou elle reste... Eh bien, elle est effectivement intrinsèque, elle est là, elle sera là. Et le pacte d'associés, on ne l'a pas fait. D'ailleurs, on va le faire. Encore. Oui, effectivement, bon, ça, on est censé le faire, mais ça va se faire avec la levée de fonds aussi. Mais c'est vrai que il y a des mésententes d'une certaine manière, c'est la vie, c'est normal. Il y a surtout des non-dits qu'on essaye d'écarter, de communiquer. Donc ça peut être très nocif. Donc c'est des choses sur lesquelles on discute librement. Et c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre complémentarité. On n'a pas du tout la même perspective et certaines visions sur des sujets. Et c'est ce qui fait qu'effectivement Picnic avance, se développe et qu'on va aller loin. Et l'idée, elle est arrivée comment alors entre vous 3 ? Ça fait un moment qu'on veut collaborer, entreprendre ensemble, et on a cherché justement le sujet adéquat, et le fait est qu'on ait des expériences professionnelles différentes, et Nicolas, qui est formation architecte, a travaillé dans une société de transformation de conteneurs,
Donc aussi, on a l'expérience du terrain qui nous a permis d'avoir la puce à l'oreille et on a une passion commune de l'architecture, bien entendu, et ce qui fait que de fil en aiguille, on est arrivé à Picnic. Ouais. Sur cette partie industrielle, toi, Stéphane, je crois que tu as relocalisé très récemment, si ce n'est aujourd'hui, la fabrication de vos coques de portables en France. C'est un challenge et c'est un challenge sur lequel tu peux peut-être challenger à ton tour notre invité. Alors, Raphaël, moi, félicitations parce que entreprendre et créer une entreprise industrielle avec de la production, c'est un vrai challenge en France. Moi, je voulais savoir, est-ce que cette volonté de faire du Made in France, tu voyais ça comme un engagement, c'était un choix, ou finalement c'est le projet tel qu'il a été pensé qui fait que tu as dû en fait finalement fabriquer localement? Eh bien, les deux, mon capitaine. C'est vraiment ces deux éléments. On a pu avoir l'ADN de Picnic, c'est de vraiment pouvoir effectivement produire en France. Et ça, c'est les talents des cofondateurs d'avoir cette complémentarité et cette capacité de le faire, avec les complexités qui en découlent. Mais cependant, ça fait vraiment partie de notre démarche, de notre jeunesse et les engagements de créer de l'emploi, créer de la valeur sur le territoire. Donc, c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui continuera à le faire. Cependant, pour des développements potentiels internationaux, on envisage aussi de créer de l'emploi sur ces territoires. L'idée, c'est pas de fabriquer en France et de shipper. On parlait des États-Unis, c'est pas du tout la démarche. C'est pas viable. Donc, on préfère aussi trouver et créer des partenaires locaux sur ces territoires et de pouvoir en Europe avoir si on collabore avec des gens sur ces territoires pour avoir des fabricants, des partenaires sur ces territoires pour limiter les différents impacts environnementaux et effectivement créer de la valeur sur leur propre territoire. Avec toujours une notion, j'imagine, de rentabilité qui doit être prise en compte dans un projet. C'est-à-dire que même si on souhaite faire du Made in France, l'idée c'est quand même d'avoir une entreprise qui a un business model qui reste profitable pour permettre de se développer. Oui, bien entendu. Bien sûr, tout cela avec un aspect économique. À mon sens, c'est le seul moyen d'ailleurs que la RSE puisse être véritable et pas un aspect greenwashing. C'est effectivement d'avoir dans le business model, dès le début, avoir intégré ces notions. Parce qu'effectivement, la notion économique est fondamentale, bien sûr, dans l'entreprise. Donc, c'est ce qu'on a fait et je pense qu'à mon sens, c'est l'unique et seul moyen de pouvoir faire en sorte quelque chose qui soit durable, pérenne, rentable, bien entendu, et qui puisse épanouir tout le monde. Raphaël, tu parles de tes engagements. Entreprendre en soi, c'est un engagement. En temps, c'est aussi des sacrifices. Oui. Est-ce que tu peux les évoquer et nous montrer l'équilibre que tu y trouves? Parce que évidemment, on n'est pas que maso quand on entreprend. Un petit peu. Je pense qu'il faut être un petit peu sado, je sais pas, ça doit dépendre des postes. Mais non, cependant, effectivement, il y a des sacrifices. Ça, clairement, sur la première année, des sacrifices personnels. Je pense que l'entourage doit être très fort aussi et impliqué, parce que bien sûr, c'est des longues heures, des investissements financiers et effectivement une incertitude. Donc c'est pas simple. Je pense qu'avoir un entourage solide est nécessaire, et donc effectivement, ça rend l'aventure entrepreneuriale plus belle. Bénédicte, je te vois opiner. Oui, parce que je vois les enjeux, les engagements et la tempête qu'on vient de passer. Donc effectivement, est-ce que concrètement, tu peux nous dire quelles sont les qualités qui sont vraiment nécessaires quand on veut entreprendre et que c'est pas la peine d'y aller si on les a pas. Et puis comment tu fais parce qu'à certains moments, on est épuisé. J'en ai vu beaucoup passer des jeunes entrepreneurs. Je les vois soit grossir, soit maigrir. Comment tu fais justement pour garder le cap et l'énergie, parce qu'on en a besoin tous les jours de cette énergie pour avancer. Oui, tout à fait. Il y a besoin d'une énergie, c'est certain, un dynamisme et c'est effectivement beaucoup de ressources. Donc l'aspect financier, l'aspect temps et l'aspect énergie. Donc toutes ces ressources sont fondamentales et on doit y aller à fond. Comment tu fais pour garder la pêche tous les matins? Comment je fais pour garder la pêche? Je pense que c'est quelque chose qui est inhérent à mes traits de caractère. Je suis dynamique, j'ai envie de changer les choses et d'avancer et donc je donne beaucoup et je reçois beaucoup aussi, bien sûr, c'est le karma, je pense. Et donc, en termes de traits, je pense que pour un entrepreneur, il faut être résilient. Et ça va avec effectivement la persévérance, c'est certain, notamment dans les contextes qu'on passe actuellement. C'est des choses fondamentales et je pense que ça fait les plus gros traits de caractéristiques. Après, l'aspect compétence, ça peut s'acquérir sur le terrain. Et l'aspect autodidacte, tout ça, bien sûr, il faut être très polyvalent. Mais ces deux premières notions, je pense, sont les plus importantes. Stéphane Beauvau. Et humainement, professionnellement, qu'est-ce que tu dirais que le mentorat t'a apporté?
Alors avec Massoud, on travaille effectivement sur ces deux sujets et comme je le mentionnais tout à l'heure, on a des points communs sur l'aspect cofondateur, ami d'enfance. Donc on peut discuter justement de cette relation intrinsèque, de relations personnelles et professionnelles que nous avons mutuellement. Et donc nous, pour notre entreprise Picnic et pour Des Bras en Plus, effectivement c'est lié, les deux sont intrinsèquement liés. Donc on essaie de faire la distinction entre les deux, prendre des rôles. Donc effectivement le matin on arrive, on a des rôles qu'on représente, des missions, et pas forcément avoir des discussions entre amis, parce que vite fait, l'aspect émotionnel revient à la raison, et c'est pas forcément pour les affaires, pour des décisions rationnelles. L'aspect émotionnel est toujours là, mais je pense qu'effectivement, il y a cette notion un petit peu d'entre-deux qu'il faut trouver. Et donc, effectivement, on est accompagné par le Mouvier là-dessus. Et donc, oui, c'est une belle aventure entrepreneuriale. Il y a des hauts, il y a des bas, comme un roller coaster, des montagnes russes. Il faut aimer les légers. Jean-François, il y a un avant et après Mouvier. Oui, en fait, moi, je veux dire, c'est, voilà, tu peux être fier avec tes amis parce que vous êtes Grand Prix. Donc, bravo. Et c'est déjà voilà, une belle réussite. Mais si on va un peu plus dans toi, par rapport aux premières années et premiers mois passés, parce que c'est plus presque en mois plutôt qu'en année, c'est quoi tu es le plus fier? C'est de réussir à travailler avec tes amis, c'est d'avoir réussi à positionner cette entreprise de manière intelligente et réussie sur le marché. C'est quoi ta fierté après ces premiers mois? En 2 ans, en termes de fierté, ce qu'on a pu, je pense, accomplir, c'est cet aspect résilience qui effectivement est fondamental, et d'autant plus actuellement. On va relativement vite, donc on a pu aller sur le marché, le tester et signer une trentaine de clients qu'on remercie. Et donc ça, c'est aussi important, c'est une vraie fierté, c'est faire en sorte que soit on crée quelque chose, on est des créateurs, des makers, mais par la suite, il y a un vrai usage, il y a un vrai impact aussi environnemental qui est diminué. Et ça, c'est la fierté qu'on a, c'est qu'effectivement, on crée de la valeur, on crée de l'emploi sur les aspects économiques, sociétals et environnementaux. Raphaël, pardon. Tu mesures, juste pour préciser, cette notion d'impact qui est très, très forte dans ton activité et qui est de plus en plus forte dans toutes les activités, tu sais le mesurer? Où on le mesure avec des analyses de cycle de vie complètes. Et l'intérêt, c'est que Picnic a une maîtrise complète de la chaîne de valeur, de l'éco-conception, production en interne et commercialisation, ce qui fait qu'on peut contrôler et limiter l'impact sur différents sujets tout au long de cette chaîne de valeur. Et donc, effectivement, on l'analyse, on le perfectionne, c'est certain. C'est un argument commercial fort? Pour certains, malheureusement, c'est pas forcément le premier critère d'achat. Ça tendra à le devenir, j'espère. En tout cas, des acheteurs responsables et Made in France. Mais effectivement, l'aspect qualité durable. Et en mine de rien, le seul produit le meilleur prix, c'est le plus qualitatif d'une certaine manière, qui va durer et qui va être amorti sur la durée. Donc, et la demande sera de plus en plus importante de mesurer cet impact. On l'espère. Ça, c'est à la France de décider. Tu parlais de résilience. Il y a une question que je voulais te poser dans la première partie très business, qui est la question du pivot, dont on parle beaucoup chez les entrepreneurs, cette capacité à réadapter son produit, son offre, son organisation. Tu me disais que tu avais beaucoup pivoté, que tu comptais encore pivoter. On reste agile, c'est vrai qu'on pivote, on reste à l'écoute, bien entendu, et du marché, des retours des clients, de nos utilisateurs et puis de notre écosystème, clairement. Et donc oui, on a pivoté sur donc, des offres spécialement pour le déconfinement, pour accompagner la reprise de l'activité. Et on va également se lancer donc, dans le B2C pour faire des tiny house pour les particuliers. Aujourd'hui, on s'adresse à des professionnels, mais à l'horizon, donc 2 ans, on va pouvoir effectivement aussi s'adresser à toi, Thomas, te faire une jolie maison qui puisse aller partout, qui soit autonome, responsable et fabriquée en France. On aime bien recevoir des cadeaux quand on anime des émissions. C'est le plus beau cadeau qu'on m'a jamais fait. Dans 2 ans. Et le dernier mot à Bénédicte pour une dernière question. Raphaël, tu es le Grand Prix. Tu as l'immense responsabilité de porter l'image de l'entrepreneuriat jeune pour toute l'année à venir. Quel est le message principal que tu as envie de leur faire passer ? Et oui, effectivement, une responsabilité, et en effet, c'est un poids, mais qu'on supporte, on est là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces jeunes entrepreneurs ? Je leur dirais que c'est à nous de jouer aujourd'hui. C'est notre génération qui doit faire des leaders responsables avec un impact positif. Donc la balle est dans notre camp et l'avenir est à nous. Eh bien, l'avenir très proche, c'est la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle émission et en l'occurrence le coup de cœur du prix Mouji. Ce sera le jeudi 29 octobre à 18h. Il est temps pour nous déjà de te remercier, de te féliciter de ce Grand Prix. Voilà. Merci à vous.
et de remercier nos invités Stéphane Bobo, Jean-François Royer et Bénédicte Sanson. Ce ne sera pas vous que je retrouverai tous la semaine prochaine, mais on vous réserve encore quelques belles surprises. Merci à tous. Serving. Take no orders, but I'm serving. That little mama got me swerving. Look like it's working, look like it's working. Serving. Take no orders, but I'm serving.